Le 13 septembre 2006, une nouvelle fait trembler le monde de l'astronomie et du monde entier. Pluton, la 9e planète du système solaire, a été rétrogradée au rang de planète naine par l'Union astronomique internationale, et ce pour des raisons administratives et scientifiques. Pourquoi ? Certains me diront que c'est parce que les astronomes ont changé leur définition de planète. Et ils auront raison. Mais pourquoi, justement ? Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, cette planète tant appréciée par le grand public a été sujette à débat ? Eh bien, si Pluton n'est plus la 9e planète du système solaire, c'est à cause de la 10e planète du système solaire. Le nombre de planètes a pendant été très longtemps le même, avant de rapidement augmenter à l'apparition des optiques modernes. Quand je parle de rapidement augmenter, je fais bien évidemment référence à l'échelle des civilisations humaines en général. Avant le XVIIe siècle, c'était pas très compliqué. Nous avions Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Puis, en 1631, Pierre Gassendi observe Mercure par le biais d'un transit de cette dernière devant le Soleil par rapport à nous. Son existence avait déjà été théorisée par le passé, mais ce n'est qu'à partir de 1631 que nous avons la preuve formelle de son existence, et que les estimations les plus précises à l'époque ont amené à penser que Mercure était la planète la plus proche du Soleil. En 1781, William Herschel, astronome britannique d'origine allemande, découvre Uranus, une planète qui se situe au-delà de l'orbite de Neptune. Et après de nombreux débats sur les perturbations gravitationnelles d'Uranus, on finit par résoudre le problème en découvrant Neptune grâce à l'astronome français Urbain Le Verrier, dont j'ai déjà parlé dans un ancien épisode, et ce en 1846. Depuis cette découverte, on s'est rendu compte que Neptune est elle aussi gérée par des perturbations gravitationnelles. On théorise alors l'existence d'une nouvelle planète, baptisée la planète X, qui n'a encore jamais été découverte. Pour la petite anecdote, ne confondez pas les recherches scientifiques sur la planète X avec les théories du complot qui y sont associées. Sur internet, on peut facilement se perdre sur des sites peu recommandables qui racontent n'importe quoi sur le sujet et qui vous vendent la fin du monde. En parlant de monde, un 9e va être découvert en 1930 par l'astronaute Clyde Tombaugh, qui avait pour but de résoudre le problème de la planète X. Et ce monde, eh bien, c'est Pluton. C'est une planète assez particulière car son orbite ne se situe pas sur le plan de l'écliptique, en plus d'être très elliptique. Il y a même une période dans son orbite où elle est plus proche du Soleil que ne peut l'être Neptune. En revanche, Pluton n'a strictement rien à voir avec la planète X. Sa découverte est juste un gros coup de bol. Cela nous fait donc 9 planètes dans le système solaire. Et pour la majorité des gens qui suivent ma chaîne, nous avons tous appris à l'école que Pluton était la 9e planète de notre voisinage cosmique. Sauf que, bon, c'était vrai jusqu'en 2006, mais c'était faux il y a 200 ans. Entre 1801 et 1807, on a découvert 4 corps célestes qui se situent dans ce qu'on appelle aujourd'hui la ceinture d'astéroïdes, à savoir Cérès, Pallas, Junon et Vesta. Et à l'époque, un bon nombre d'astronomes considéraient déjà ces corps comme des planètes. Donc du coup, ça en faisait 11. 12 avec Neptune à partir de 1846. Par contre, il n'y a jamais eu de consensus sur la question, et c'est justement le problème. Et lorsque l'on découvre Pluton en 1930, qui n'est déjà pas bien grand, on finit par se dire que les corps de la ceinture d'astéroïdes, donc Cérès, Vesta, etc., ne sont peut-être finalement pas des planètes du tout. Je pense que vous connaissez pour la majorité cette histoire dans les grandes lignes. Le problème, c'est que ça se résume à découverte de Pluton, 9 planètes dans le système solaire, Pluton est relégué car trop petite, 8 planètes. En vrai, c'est pas tout à fait juste. Le 5 janvier 2005, l'astronome Michael Brown ainsi que toute son équipe découvrent un tout nouveau corps dans le système solaire. Un corps qui semble être plus loin que Pluton et encore plus grand que lui. Beaucoup plus grand. Après le rapport de l'équipe de Brown, cet objet céleste a été le théâtre de sujets de discorde dans la communauté scientifique internationale. En effet, si cette planète est plus grosse que Pluton, elle se doit d'être une planète. Et c'est tout à fait logique. En revanche, selon ces mêmes termes, Cérès doit également être reconsidérée définitivement comme une planète. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la déesse de la discorde dans la mythologie grecque s'appelle Eris. Le nom était tout trouvé. L'équipe de Michael Brown s'est donc vantée d'avoir découvert la 10e planète du système solaire. Et l'histoire ne s'arrête pas là, puisque dans les mêmes périodes, entre 2003 et 2005, ils officialisent la découverte de Makemake, un corps similaire à Eris, ainsi que Sedna, une planète d'à peine 1000 km de diamètre et qui est si lointaine que son orbite très elliptique l'amène à compléter une révolution autour du Soleil en 11 700 ans.
À partir de là, le débat autour de la légitimité des planètes fait rage. Des gens se sont ramenés en proposant l'idée de réhabiliter définitivement Cérès en tant que planète. D'autres encore se sont dit pourquoi pas Vesta tant qu'on y est. Et c'est à partir de là que l'Union astronomique internationale a été confrontée à un très gros problème. Il y a plusieurs définitions pour une planète. En science, lorsque l'on n'est pas d'accord sur la définition de quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Il faut donc se mettre d'accord sur un certain universalisme scientifique pour éviter que chaque pays apprenne à ses gamins les définitions selon leurs propres critères dans leur coin. Avant toutes ces découvertes au début des années 2000, une planète devait avoir deux conditions majeures. La première est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. Autrement dit, une planète doit être suffisamment massive pour être maintenue par sa propre gravité et avoir la forme d'une boule. La seconde est que cette boule ne doit pas être trop lourde pour déclencher les réactions thermonucléaires et devenir une étoile. Même si cette condition est très facile à respecter. Il s'agit bien plus d'une extension de la première condition qu'une véritable seconde. Jupiter, la plus massive de toutes les planètes, est 80 fois moins massive que la moins massive des étoiles. Donc franchement ça va. La seconde vraie condition, c'est qu'une planète doit orbiter obligatoirement autour d'une étoile, en l'occurrence ici le Soleil. Encore une fois, les protagonistes de cet épisode valident sans problème cette condition. Et pour éviter de se retrouver avec 50 planètes à apprendre par cœur, ou 700, ou 3000, l'Union astronomique internationale a décidé d'ajouter une nouvelle condition éliminatoire. La planète doit avoir nettoyé en quelque sorte son entourage. Autrement dit, elle doit avoir le contrôle gravitationnel de son entourage, afin de ne pas être trop influencée par ses satellites. Pour ce qui est de la Terre, ça va. La Lune est 80 fois moins massive et son orbite est plutôt lointaine. Le barycentre de ces deux corps se situe à l'intérieur de la Terre. Donc en faisant abstraction du Soleil, la Terre oscille, selon son propre référentiel. Elle oscille légèrement à cause de la Lune qui, elle, tourne autour. Donc la Terre a un véritable contrôle gravitationnel sur la Lune. La Lune influence la Terre, mais beaucoup moins que la Terre influence la Lune. Mais Pluton n'a pas la même space cred que la Terre. Ouais, je sais, je viens de faire un anglicisme, c'est dégueulasse. En 1978, l'astronome James Christie découvre que Pluton possède une lune. On lui donnera le nom de Charon, et bien que Pluton ait encore d'autres petits satellites, Charon est le plus gros. Tellement gros d'ailleurs que l'influence entre les deux objets est beaucoup plus forte que la relation Terre-Lune. Le barycentre n'est plus à l'intérieur de Pluton. La planète n'oscille pas comme nous. Elle tourne autour du barycentre à cause de l'influence de Charon. Et c'est cette condition-là qui fait que, selon les nouvelles règles de l'Union astronomique internationale, Pluton ne peut plus être considéré comme une planète dite classique. Elle est alors reléguée au rang de planète naine, tout comme Cérès, Makemake, Sedna et Eris. On découvrira entre 2006 et 2021 d'autres planètes naines au-delà de l'orbite de Neptune. On estime leur nombre potentiel à plusieurs centaines, voire peut-être milliers au-delà de la géante gazeuse. Ce qui fait que dans une certaine mesure, on a bien fait de redéfinir les notions scientifiques. Parlons maintenant de cette fameuse 10e planète du système solaire, qui a été l'élément déclencheur de toute cette discorde spatiale. Eris a été pendant un certain temps considérée comme plus grande que Pluton. Mais les derniers calculs montrent que c'est faux. Le diamètre de Pluton est de 2372 km, tandis que le diamètre d'Eris est de 2326 km. Pluton remporte la bataille de la taille, mais ce qui compte, ça n'est pas tant la taille que la masse. Et parce qu'Eris est légèrement plus dense d'après les dernières estimations, on estime alors qu'elle est plus lourde, même si elle est plus petite. Il n'existe pas de photographie précise et détaillée. Aucune sonde ne l'a visitée pour l'instant, même si les projets vont bon train dans ce sens-là et sont maintenus pour la fin du XXIe siècle. L'image la plus précise que nous avons d'elle est celle-ci. C'est sûr, c'est moins classe que les récentes photos de Pluton prises par la sonde New Horizons, mais ça a au moins le mérite d'être réel. Les autres images que l'on peut trouver sur internet sont soit des simulations informatiques, soit des images d'artistes. Le plus remarquable reste son orbite, qui est très différente des autres. Tout comme Pluton, Eris ne tourne pas autour du Soleil sur le plan de l'écliptique comme les autres planètes. Elle est en fait complètement à part. En revanche, l'ellipticité de son orbite fait que sa distance avec le Soleil varie entre 37 et 97 unités astronomiques. Une unité astronomique, ou UA, c'est la distance Terre-Soleil. Donc quand on parle de 97 unités astronomiques, ça veut dire que lorsqu'Eris est à son périhélie, c'est-à-dire l'endroit où elle est au plus loin du Soleil, elle est 97 fois plus loin que ne l'est la Terre.
Sa période de révolution est de 557 ans. On estime d'ailleurs qu'elle pourrait être aussi proche du Soleil que ne l'est Saturne à une certaine période de son orbite. C'est pour cela que la découverte d'Eris est aussi un facteur hasardeux. Si jamais Eris se trouvait plus proche dans son orbite au 19e siècle, on l'aurait probablement découvert à cette période, ou en tout cas un petit peu après la découverte de Pluton. Eris porte très bien son nom puisque dans la mythologie grecque, la déesse Eris est la première à déclencher les tensions entre les dieux, qui mènera ensuite à la guerre entre les Troyens et les cités-États indépendantes grecques. Et bien aujourd'hui, à notre époque, pour faire une petite métaphore, Eris est la planète qui va déclencher les tensions entre les scientifiques, mais qui finira par mettre de l'ordre dans les définitions scientifiques. Donc si Pluton n'est plus une planète classique, c'est majoritairement à cause d'Eris. En parlant justement de ce corps maudit, je me dois de rappeler quelque chose. On dit souvent que Pluton n'est plus une planète, mais c'est faux. Elle a été rétrogradée au rang de planète naine. Mais techniquement, elle est toujours une planète. Ce qu'on apprend désormais dans les manuels scolaires, ce ne sont pas toutes les planètes, mais les 8 principales, celles qui remplissent tous les critères de l'Union astronomique internationale depuis 2006. Il existe 8 planètes qu'on pourrait qualifier de majeures ou classiques. En revanche, le nombre de planètes tout court dans le système solaire, il y en a probablement des centaines. En attendant qu'on les découvre toutes, elles restent silencieuses, tapies dans l'ombre. Un petit peu comme ces espaces infinis. Si vous désirez entendre plus d'histoires, plus d'anecdotes et plus d'astronomie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un petit pouce bleu et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. À la prochaine!